Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde à la loupe Shake That City, un jeu de Mads Flow et Kari Thorndalkjær, illustré par Olga Kim et édité par AEG, pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 20 à 40 minutes. J'ai en ma possession un prototype du jeu. Il y aura certainement des différences entre la version que je vous présente et la version définitive qui arrivera suite à la campagne Kickstarter qui commence le 29 novembre 2022. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers cette campagne dans le descriptif de la vidéo. Voici le matériel du jeu avec tout d'abord des plateaux joueurs recto verso qui offrent, comme nous le verrons plus tard, deux manières différentes de jouer à Shake That City. Également deux plateaux de référence de comptage des points, là encore recto verso, puisque correspondant à l'une et l'autre des faces des plateaux joueurs. Un ensemble de 7 tuiles de points bonus par joueur, une piste compte-tour avec son marqueur, et également un bloc de score. 40 tuiles de chaque catégorie, à savoir les maisons, les magasins, les usines, les parcs et les routes. 32 cubes aux couleurs des bâtiments et enfin la star du jeu, c'est-à-dire le cube shaker ou mélangeur de cubes en français. C'est l'innovation qui est au cœur du jeu et qui va vous permettre de créer votre ville d'une manière jamais vue auparavant. En termes de fonctionnement, rien de plus simple. Vous placez l'intégralité des cubes dans le shaker en profitant de l'ouverture située sur le dessus, comme je suis en train de faire. Puis vous secouez comme cela, en veillant tout de même à bien rester collé sur votre table. Vous appuyez enfin sur la languette et cela vous donne comme ceci une magnifique grille de cubes en 3 par 3. Admirez-moi ce beau résultat. Je vous explique tout l'intérêt de ce dispositif juste après la mise en place. Pour la mise en place, placez le cube shaker au centre de la table avec tous les cubes à l'intérieur. Au-dessus, vous positionnez la piste compte-tour avec le marqueur en début de piste sur le chiffre 1. Vous constituez une réserve avec l'ensemble des tuiles bâtiments. Chaque joueur reçoit un plateau, tous les joueurs jouant avec leur plateau du même côté et dans la même orientation. Donc si je suis assis ici en face, comme la caméra est positionnée, et que l'autre joueur est assis ici là-bas au fond, de l'autre côté de la table, vous constaterez que pour autant, les deux joueurs ont tout dans la même orientation. Distribuez également un ensemble de 7 tuiles de points bonus à chaque joueur. Et tous les joueurs placent leurs tuiles d'angle au coin nord-ouest de leur plateau, comme on a fait ici. Encore une fois, même orientation pour tous. La dernière personne à avoir secoué quelque chose est le premier joueur actif. Vous pouvez bien entendu tirer au sort. Ce joueur mélange ses tuiles de points bonus et en place 3 au nord le long de son plateau au hasard, ainsi que 3 à l'ouest, et l'ensemble des autres joueurs recopient cette mise en place, comme on a fait là, sur leur propre plateau. Mettez enfin à disposition des joueurs les plateaux de référence de comptage des points, et vous êtes fin prêt à commencer la partie. Un tour de jeu se résume en 4 étapes. La première étape, il s'agit de mélanger les cubes exactement comme je vous l'ai montré à la présentation du matériel avec le cube shaker. Et c'est donc le joueur actif qui va mélanger tous les cubes dans le shaker, puis appuyer sur la languette pour obtenir tout simplement une grille de 3 par 3. Comme vous le voyez ici, cette grille de cubes doit être alignée avec l'orientation des plateaux. Vous voyez que là, c'est tout droit. Je n'aurais pas pu, par exemple, vous faire une grille dans ce sens-là. Vous voyez, de travers comme ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit aligné avec l'orientation des plateaux. La deuxième chose à faire dans un tour, c'est de choisir une couleur de bâtiment. Et là encore, c'est le joueur actif qui choisit une couleur de bâtiment en premier dans la grille ainsi composée. Il sera le seul à pouvoir utiliser cette couleur. Donc par exemple, le joueur actif peut dire « moi je vais prendre le gris ». Et donc ça sera le seul à pouvoir prendre le gris. Et les autres joueurs choisissent alors simultanément une des couleurs restantes.
ils peuvent entre eux choisir une même couleur du moment que ce n'est pas celle du joueur actif bien entendu. Donc plusieurs joueurs peuvent prendre le rouge ou le noir, ou bien le vert ou le bleu, ou chacun peut prendre une couleur différente du moment qu'ils ne prennent pas le gris dans mon exemple qui a été choisi par le joueur actif. Il existe une exception à cette règle, en effet, lors des 3 derniers tours, les 3 derniers tours qui sont indiqués avec un fond différent ici sur le compte tour, à savoir les tours 13, 14 et 15. Dans ces 3 derniers tours, l'ensemble des joueurs choisissent simultanément la couleur de leur choix sans aucune restriction. La troisième chose à faire, c'est de placer vos bâtiments. Donc chaque couleur de cube correspond à un type de bâtiment. Quand vous choisissez une couleur, vous devez prendre autant de bâtiments de cette couleur que de cubes représentés dans la grille. Donc là, on va se mettre à la place du premier joueur actif qui a donc choisi le gris, à savoir les routes. Donc je prends 3 tuiles routes comme ceci et je vais devoir les placer ici dans ma ville. Alors quand on les place sur son plateau, on doit à la fois respecter la disposition et l'orientation par rapport à la grille de 3 par 3 qui est ici. Aucune rotation n'est permise. Alors la disposition, c'est le fait d'avoir, on va les mettre dans le sens de lecture pour tout le monde, d'avoir cette forme-là en termes de représentation. Cette forme que je peux déplacer à loisir, où j'ai envie, du moment que j'ai de la place et que les cases sont libres, bien entendu. C'est une autre des restrictions. Donc je peux pouvoir me placer comme cela, par exemple. Je ne peux pas changer la disposition, donc je ne peux pas aller me mettre ici, par exemple, et je ne peux pas non plus changer l'orientation, et donc me mettre, par exemple, comme cela. Voilà. L'orientation doit rester la même, donc là, ce n'est pas le cas. Et la disposition doit rester la même, par exemple, ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà les deux contraintes majeures, même disposition, même orientation, et surtout sur des cases libres. Donc au début de la partie, ça ne pose pas de souci, mais par la suite, ça sera une des contraintes supplémentaires. Et du coup, si vous ne pouvez pas placer tous les bâtiments d'une couleur, vous n'avez pas le droit de choisir cette couleur. C'est aussi simple que ça. Et si jamais aucune couleur ne vous permet de placer tous les bâtiments que vous devriez passer, vous ne posez pas de tuiles ce tour-ci et vous passez votre tour. Bon, c'est des cas extrêmement rares, puisque de toute façon, il n'y a pas le même nombre de bâtiments pour chaque. Si on regarde l'aide de jeu, en réalité, ça vous donne le nombre de cubes de chaque à l'intérieur du shaker. Et donc, régulièrement, vous avez quand même des bâtiments comme ça, solitaires, comme ces deux-là par exemple, ce qui fait que forcément il n'y a plus de problème d'orientation ni de disposition dans ce cas de figure. Et en quatrième dans le tour, vous gérez tout simplement la fin de tour. Donc quand tous les joueurs ont fini leur placement, le joueur actif avance le marqueur sur la piste contour d'une case, puis il remet tous les cubes dans le shaker. Ça c'est important, d'un tour sur l'autre, il doit toujours y avoir tous les cubes dans le shaker et il passe le shaker au joueur suivant en sens horaire. Celui-ci devient le nouveau joueur actif pour le prochain tour. Je vais enfin vous parler des tuiles bonus de points, ces tuiles qui sont là autour de votre ville. La tuile d'angle, qui est celle-ci, c'est un objectif global. Tout simplement, dès que votre ville compte 2 bâtiments de chacun des 5 types, donc de 5 couleurs différentes, vous pouvez la retourner pour la valider. Ça me permet de vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous retournez, vous avez le nombre de points. De toute façon, tous les points score 3 et c'est ce qui est marqué aussi en petit ici. Donc de ce côté-là, c'est assez facile. Les autres tuiles de points de bonus ont 2 objectifs liés à une ligne ou à une colonne. Donc évidemment, cela a une colonne et cela a une ligne dans mon sens de lecture. Et 2 objectifs parce que ça c'est un objectif et ça c'est un objectif. Pour une seule tuile, je la détache pour qu'on voit bien. Les objectifs sont liés à une ligne précise. Donc cet objectif-là est lié à cette ligne, tandis que celui-ci est lié à celle-ci.
Donc ce n'est pas la même chose. Atteindre un seul des deux objectifs suffit à retourner la tuile. Donc dans mon exemple, soit j'arrive à faire 6 bâtiments sur cette ligne, donc à compléter la ligne, soit j'arrive à mettre 4 maisons sur cette ligne-là. Et si j'y arrive, le premier des deux atteint me permettra, encore une fois, de retourner la tuile. Je n'ai pas besoin de valider les deux objectifs. Par contre, attention, il s'agit bien d'une contrainte liée à une ligne précise. Si je fais 6 bâtiments ici, je ne valide pas forcément cet objectif. Et ici, si je fais 4 bâtiments différents, puisqu'il s'agit de cet objectif-là, ici, si je fais 4 bâtiments différents, je n'ai pas validé non plus cet objectif qui me demande 6 bâtiments sur cette ligne. Donc, il faut bien regarder que ça pointe sur des lignes ou sur des colonnes et que les objectifs sont pas les mêmes et ne peuvent pas être validés. Ils sont indépendants l'un de l'autre, donc je ne peux valider qu'en étant bien en face de l'objectif que je dois faire. Donc ça, c'est important. Dès qu'un objectif est atteint, vous retournez la tuile correspondante pour le valider. Là, par exemple, j'ai besoin de 4 routes ici. Malheureusement, moi, j'ai commencé mes routes là. Donc, si j'avais voulu essayer de valider précisément cet objectif, il aurait fallu que je décale d'entrée de jeu comme ceci mes routes pour espérer avoir peut-être 4 routes ici. Si je reste comme je me suis mis au départ, je vais probablement tenter de terminer ici les 6 pour valider cette tuile plutôt que de la valider par l'objectif des routes. À la fin du 15e et dernier tour, la partie se termine et on passe au décompte des points. On va calculer les points pour chaque type de bâtiment et ajouter à l'ensemble les points des tuiles de points bonus retournées. Sachez d'abord que l'adjacence entre les différentes tuiles n'existe qu'orthogonalement, ce qui signifie qu'en diagonale, il n'y a jamais d'adjacence possible. Alors, je vais en même temps vous montrer un des côtés de l'aide de jeu au niveau du score qui correspond au type de plateau que j'ai joué, et je vais vous expliquer comment on marque les points pour chaque type de bâtiment. Concernant les routes, chaque route connectée à une route en bord de plateau, soit directement, soit par une autre route, vaut 1 point. Donc ici, la route en bord de plateau, elle se situe que sur 2 des côtés. Le reste, c'est le bord de mer. Et c'est toute la différence avec l'autre côté du plateau où tous les bords sont des routes. Donc là, c'est plus difficile ici pour se connecter. Et vous voyez qu'ici, cette route est connectée à la route du bord et les autres routes sont connectées à celle-ci, donc tout est connecté au bord. Là c'est directement au bord, là c'est directement au bord par exemple. C'est 1 point pour toutes les tuiles qui correspondent en termes de scoring, et ça c'est la même chose sur les 2 plateaux avec la différence qu'ici c'est plus difficile puisqu'il y a 2 côtés qui n'ont pas de route. Donc là j'aurai 7 points pour les routes par exemple, donc on va se mettre 7 points de route. Ensuite, on va regarder les parcs. C'est la deuxième chose qui est indiquée ici. Les parcs, eux, ils aiment avoir des maisons adjacentes à eux. C'est 1 point pour n'importe quel nombre de maisons adjacentes. Donc même s'il y a plusieurs maisons à côté d'un parc, ça vaudra toujours qu'1 point. Et c'est également 1 point pour chaque bord de mer adjacent pour la carte avec laquelle je joue ici. Et si on joue avec l'autre carte où il n'y a pas de bord de mer, ça sera 1 point pour n'importe quel nombre de maisons et 1 point pour n'importe quel nombre d'usines. Donc, dans tous les cas, c'est 2 points maximum, c'est-à-dire que même si j'avais placé un parc en angle avec 2 bords de mer à côté, ça ferait toujours qu'1 point. Et ce parc-là, qui a 3 maisons autour, il a toujours qu'1 point pour les maisons et 1 point pour le bord de mer. On est toujours à 2 points maximum. Donc là, si je regarde mes parcs, celui-là ne vaut rien du tout. Celui-là vaut 2 points, celui-là vaut 2 points, celui-là vaut 2 points. Ça fait déjà 6, celui-là ne vaut qu'1 point et 1 point, 7, 8, et celui-là vaut qu'1 point, 9 points pour mes parcs dans cet exemple. Ensuite, on va passer aux usines. Les usines, elles valent 1 point pour n'importe quel nombre d'autres usines adjacentes et 1 point pour n'importe quel nombre de routes adjacentes, toujours dans la même idée, avec 2 points au maximum. Par exemple, ici, j'ai 2 routes adjacentes à cette usine, ça vaut toujours qu'1 point. Donc, si je compte mes usines, celle-là, elle a une route à côté, c'est 1 point. Celle-là, elle a une route et une usine à côté, c'est 2 points. Celle-là, une route et une usine, 2 points. Une route et une usine, 2 points. Donc on est à 6 et un 7. Et là, seulement une route, ça fait 8 points. 8 points pour mes usines. Et ça se score pareil des 2 côtés du plateau. Ensuite, les magasins. Ici,
les magasins, ils doivent être connectés par des routes jusqu'à une route en bord de plateau. Donc là, on retrouve toujours la différence sur les deux côtés. Ce côté est plus difficile puisque automatiquement, il va falloir que je me connecte soit ici en termes de route. Donc mes magasins, celui-là, malheureusement, vous voyez, il n'est pas connecté puisque l'adjacence ne se fait pas en diagonale. Ces trois magasins-là sont bien connectés en ligne droite ici à une route en bord de plateau. Et alors là, pour les magasins qui sont connectés, ça va dépendre de leur zone. S'ils sont en zone verte, ça vaut un seul point. S'ils sont en zone marron, ça vaut 2 points. Et s'ils arrivent à être en zone grise, la zone grise elle est là derrière ces tuiles-là, ça vaut 3 points. Donc moi j'ai 3 magasins connectés en zone marron qui me rapporteront 6 points dans cet exemple. Ensuite viennent les maisons. Les maisons, c'est 2 points pour chaque groupement de maisons adjacentes. Donc un groupement, c'est plusieurs maisons ensemble ou une maison seule qui compte également comme un groupement. Et c'est 1 point supplémentaire si le groupement est adjacent au bord de mer, dans ce côté de la carte. Et par contre, si jamais votre groupement a une usine qui lui est adjacente, il ne vaut plus rien du tout. Donc, en termes de points ici, j'ai ce groupement-là qui est adjacent au bord de mer et qui me vaut 3 points. Celui-là aussi adjacent au bord de mer pour 3 points. Celui-là aussi, ça fait 9. Celui-là, ça fait 10, 11 et 12, 13, car ce sont des groupements qui ne sont pas adjacents au bord de mer. Heureusement pour moi, aucun de mes groupements ne touche une usine, donc tout va bien pour moi. Et enfin, quand vous avez compté les 5 types, additionné les 5 types de bâtiments, il vous reste également à additionner les tuiles de points bonus. Donc là, je me pousse pour constater que j'en ai réalisé 4 qui me valent 3 points chaque, soit 12 points pour mes tuiles bonus. Il me reste à faire l'addition de l'ensemble pour connaître mon score final. Ici, j'ai donc un score de 55 points pour cette partie. Le joueur avec le plus de points l'emporte, bien entendu, et en cas d'égalité, et parmi les joueurs à égalité, c'est celui avec le plus de tuiles de points bonus retournés qui gagne. Dans mon cas de figure, j'ai 4 tuiles retournées par exemple. Si l'égalité persiste, c'est celui avec le moins de cases vides dans sa ville qui est le grand gagnant. Étant un gros consommateur de jeux de société, je peux vous dire qu'il est rare de rencontrer à l'heure actuelle un jeu qui propose une vraie innovation comme le fait Shake That City avec son Cube Shaker. Quand cette innovation sert une mécanique à la fois simple et intelligente, on ne peut que savourer. On a là un jeu tout public qui va satisfaire aussi bien les joueurs occasionnels que les joueurs plus confirmés qui feront des choix à la fois dans l'intérêt de leur propre ville mais aussi en fonction des joueurs adverses. Le rôle de joueur actif prendra alors tout son sens et le jeu sera encore plus tendu. Les niveaux de difficulté sont différents selon le côté du plateau choisi avec pour le bord de mer un défi plus relevé. Il s'agit ici d'une présentation du jeu de base, mais nul doute que des surprises devraient être proposées durant la campagne Kickstarter pour ajouter encore plus de piment à l'ensemble. Je vous ai d'ailleurs mis le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour, cela démarre le 29 novembre. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.